Donald Trump était à Hanoï pour une visite éclair des principaux dirigeants communistes du Vietnam pour conclure des accords commerciaux et chercher un soutien supplémentaire pour contenir les ambitions nucléaires de la Corée du Nord qui ont été un thème déterminant à chaque étape de sa tournée en Asie. Citant des descriptions par des officiels nord-coréens et des médias d'État de lui comme un vieil homme, un autre tweet Trump a suggéré qu'il était déçu par ce qu'il a pris pour être une attaque personnelle du jeune leader du Nord. Steve, I think anything's a possibility. Devenir ami avec le président nord-coréen, je pense que tout est possible. Des choses étranges se produisent dans la vie. Ce serait une chose étrange, mais c'est possible. Si ça arrive, ce sera une bonne chose pour la Corée du Nord. Mais ce sera aussi une bonne chose pour plein d'autres pays et pour le monde. Donc, c'est évidemment possible. Je ne sais pas si ça arrivera, mais ce sera une très bonne chose si ça arrive. Depuis qu'il est devenu président, Donald Trump s'est engagé dans une guerre de mots avec Kim, négociant des insultes personnelles et des menaces de frappe militaire et soulevant des inquiétudes au sujet d'une manifestation d'hostilité. La Corée du Nord est extrêmement sensible à toute remarque qui pourrait sembler irrespectueuse de la dynastie Kim au pouvoir, dont les membres sont vénérés comme des divinités proches. Emmanuel Macron a rendu hommage lundi aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, qui avaient fait 130 morts en se rendant sur les 6 lieux des attaques en compagnie notamment de François Hollande. Sur chaque lieu, en présence des familles des victimes, il s'est recueilli devant la plaque commémorative et a déposé une gerbe pendant que le nom des décédés a été scandé par un message enregistré. Emmanuel Macron s'est rendu devant les restaurants et bars parisiens, cible des attaques en terrasse, le Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe et enfin au théâtre du Bataclan. Le 13 novembre 2015, la France avait été frappée par les pires attaques terroristes de son histoire. 9 tueurs font 130 morts et plus de 350 blessés à Paris, dans la salle de concert du Bataclan, où 90 morts ont été dénombrés, aux terrasses de plusieurs bars et restaurants, 39 morts, et près du Stade de France avec 1 mort. L'organisation État islamique avait revendiqué les attaques. Au total, 20 engagements seront signés pour développer des programmes d'armement ou encore faciliter la mise sur pied d'opérations extérieures. À Bruxelles, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des 23 États membres qui participeront à cette coopération structurée permanente ont donc notifié leur détermination. Je vous ai regardé signer quelque chose qu'il y a juste 1 an. La plupart d'entre nous et la plupart du reste du monde considéraient impossible à accomplir. Alors, je reçois cette notification avec beaucoup de satisfaction, mais aussi avec un grand sens de responsabilité. Ceci est le début d'un travail commun. 23 États membres qui s'engagent à la fois sur les capacités et sur les étapes opérationnelles est quelque chose d'important. Nous sommes résolument en train de réaliser un moment historique dans la défense européenne. Depuis l'échec de la mise en place d'une communauté européenne de défense il y a 60 ans, les Européens n'ont jamais réussi à avancer dans ce domaine. Mais une succession de crises depuis 2014, dont l'annexion de la Crimée par la Russie, le conflit dans l'est de l'Ukraine, la vague de réfugiés, puis le vote du Brexit et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump ont changé la donne. La situation de pollution à New Delhi est si préoccupante que des médecins ont déclaré la capitale indienne en état d'urgence sanitaire. Les habitants suffoquent depuis 1 semaine dans un brouillard toxique. Comme mesure, les autorités locales ont décidé de la fermeture des établissements scolaires, de l'interruption des chantiers de construction et de l'interdiction de l'entrée de la mégapole aux poids lourds. Mais cet état de choses perdure. Lundi, les élèves ont repris leur cartable avec de grands risques d'infection, de maladies cardiovasculaires et de cancer des poumons. Les responsables scolaires sont inquiets. Ils craignent en effet qu'une interruption prolongée des classes
perturbe la tenue des examens. Le compteur de l'ambassade américaine en Inde indiquait une concentration de particules ultra fines de 509 microgrammes par mètre cube d'air, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser un taux de 25 en moyenne journalière. La situation est donc grave. Si des niveaux comme ceux de Delhi sont nocifs même pour les personnes en bonne santé, les enfants représentent une population particulièrement vulnérable. D'après le président de la Delhi Medical Association, les enfants respirent une plus importante quantité d'air par rapport à leur masse corporelle, donc leur exposition à la pollution atmosphérique est plus grande. Plusieurs délégations américaines viennent de se succéder dans la région birmane, signe d'un activisme qui va décrescendo. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson se rend à son tour mercredi en Birmanie pour rencontrer Aung San Suu Kyi, mais aussi le chef de l'armée. Envers des dirigeants militaires, le ton se veut ferme, car il leur est attribué la responsabilité de la crise de la minorité musulmane Rohingya, dont plus de 600 000 membres ont dû fuir au Bangladesh en moins de 3 mois. En effet, l'armée mène depuis fin août une campagne militaire dans l'État Rakhine, dans l'ouest du pays, poussant à l'exode les membres de la plus grande population apatride du monde. À défaut d'une action plus déterminée de l'exécutif, un groupe d'élus du Congrès américain a déposé un projet de sanctions pour restreindre la coopération militaire avec la Birmanie et interdire du territoire américain des membres de l'armée. La proposition de loi prévoit aussi d'interdire de nouveau l'importation aux États-Unis de rubis et de jade birman. Le département d'État n'exclut pas de soutenir ces nouvelles sanctions. Toutefois, les États-Unis tentent de préserver un équilibre qui complique leur action. Depuis le début de la crise, ils prennent soin de ne pas blâmer Aung San Suu Kyi, faisant la distinction entre le gouvernement civil de la prix Nobel de la paix et les militaires. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau n'a pas caché mardi avoir évoqué auprès du président philippin un problème crucial. Il est question des graves violations présumées des droits de l'homme commises dans le cadre de sa sanglante guerre contre la drogue. Comme je l'ai dit au président Duterte, nous sommes inquiets au sujet de la situation des droits de l'homme. Avec les meurtres extrajudiciaires, j'ai insisté sur le besoin de respecter l'état de droit et, comme toujours, offrir l'aide du Canada en tant qu'ami pour aider à avancer sur ce qui est un véritable défi. Le président était réceptif à mes commentaires et c'était un échange cordial et positif. Cette déclaration intervient au lendemain d'une rencontre bilatérale entre Duterte et son homologue américain Donald Trump, lequel n'a, selon le gouvernement philippin, pas dit un mot des accusations de meurtre commis dans le cadre de cette campagne controversée contre les stupéfiants. Rodrigo Duterte, de son côté, a assuré aux 15 autres pays présents au sommet de l'Asie orientale que leurs problèmes sont connectés. Notre région fait face à des défis complexes que peut-être peu d'entre vous auraient imaginés il y a quelques décennies. Les développements technologiques et une région plus ouverte au niveau économique ont fait en sorte que nos sociétés sont désormais plus connectées. Donc, nos problèmes sont connectés. Les effets de la migration, de la dégradation environnementale et les conflits armés dans une équation peuvent maintenant avoir des répercussions à travers le monde. Duterte, 72 ans, avait été élu après avoir promis d'éradiquer le trafic de drogue en faisant abattre jusqu'à 100 000 trafiquants et toxicomanes présumés. Le président reste très populaire auprès des Philippins qui estiment que la sécurité s'est améliorée grâce à son action. Cette législation entrée en vigueur à l'été 2016 avait été saluée comme une grande avancée en matière de droits de l'homme. À l'exclusion des crimes relevant de la loi antiterroriste, elle donne notamment le droit à la présence d'un avocat dès le début de la détention et réduit la période maximale de garde à vue à 48 heures, renouvelable une fois selon les cas, contre 72 heures auparavant. Mais de juin 2016 à mars 2017, dans les postes de police, moins
Moins de 20% des prévenus seulement ont bénéficié de la présence d'un avocat selon des chiffres officiels. En cause, une population mal informée et une coordination encore lacunaire entre les principaux acteurs du système pénal, selon l'ONG Avocats sans frontières et l'Ordre national des avocats de Tunisie. C'est la clé d'accès à un procès équitable pour toute personne devant se confronter à la chaîne pénale. Nous l'avons considéré comme une petite deuxième révolution quand cette loi a été adoptée et un véritable marqueur de la transition démocratique en Tunisie. Ces deux organisations ont lancé mardi en coordination avec les autorités une campagne de sensibilisation à l'adresse des Tunisiens. Affichage, caravane dans le Grand Tunis, spots télévisés, mini-carnets rédigés en dialecte tunisien résumant les droits pendant la garde à vue. La saison prochaine, nous ne serons pas en mesure d'assurer les missions de recherche et de sauvetage dans la zone libyenne si nos navires restent toujours les mêmes. Je voudrais annoncer que les navires que nous possédons souffrent de graves défauts et ont besoin d'un plan d'entretien effectif. Ces déclarations du colonel Abou Adjila Abdelbari interviennent au moment où le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, a jugé inhumaine la coopération de l'Union européenne avec la Libye, et ce, en dénonçant la détérioration des conditions de détention des migrants dans ce pays. En ce qui le concerne, le porte-parole de la marine libyenne, Ayoub Kassim, a aussi appelé les pays européens à plus de coopération en Méditerranée, tout en fustigeant de nouveau le travail des ONG qui opèrent dans le sauvetage de migrants près des côtes libyennes. Les gardes-côtes libyens ont secouru plus de 80 000 migrants clandestins depuis 2012 et environ 15 000 migrants clandestins cette année. Environ 157 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer depuis le 1er janvier, contre quelques 1341 durant la même période en 2016, dont 75% en Italie. Près de 3 000 sont morts en tentant de traverser la Méditerranée. C'est du moins ce que révèlent les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, publiés ce mardi. La réunion était présidée par le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfonso. Interrogé à son issue sur la possibilité que cette conférence se tienne en Italie, il a répondu par l'affirmative. Les Libyens méritent d'avoir des institutions nationales incontestées, a-t-il estimé. Les membres du Conseil ont réaffirmé que la Chambre des représentants reste la seule structure viable pour mettre un terme à la crise politique libyenne et sa mise en œuvre reste une composante clé pour la tenue d'élections et la finalisation de la transition politique. Les discussions réunissent des membres du Parlement élus en 2014 et basés dans l'Est du pays et des ex-députés basés à Tripoli, membres de l'Assemblée précédente. La conférence nationale va donner aux Libyens de tout le pays l'opportunité de se rassembler en un même endroit pour la première fois, de renouveler leur histoire nationale commune et de s'accorder sur les étapes tangibles nécessaires pour mettre fin à la transition. Cette discussion travaille sur des amendements à l'accord interlibyen signé fin 2015 au Maroc qui a donné lieu à la création du groupe d'union nationale.